Bonjour à tous, bienvenue donc sur notre atelier Prépare-toi. Nous sommes sur notre deuxième séance de mathématiques, donc Maths 02. Nous allons parler aujourd'hui de problèmes d'optimisation, d'études de fonctions, de racines carrées, et on évoquera le concept des graphes. Alors pas les graphes comme les graphes des courbes, mais l'objet mathématique graphe. Le sujet d'aujourd'hui, donc, qui avait été donné par le caout entre la dernière séance et cette séance, donc, on considère 4 villes ABCD qui sont au sommet d'un carré de côté 6 km. On souhaite relier ces 4 villes avec une route qui permette aux habitants des 4 villes de pouvoir visiter les 3 autres villes. Alors, une fois le problème posé, on a des solutions qui sont évidentes. On peut prendre tout simplement, comme on le voit ici, les 4 côtés du carré. Et on a dans ce cas-là une longueur totale de chemin qui va être de 24 km, les 4 fois 6 km. On peut aussi remarquer une chose, c'est que finalement il y a un chemin qui est inutile. Si on veut tout simplement que tout le monde puisse aller dans toutes les villes, on pourrait par exemple supprimer le chemin entre C et D. Et si quelqu'un de la ville C veut la ville D, il passera juste par la ville B et A. Ce qui nous permet finalement d'avoir un autre chemin qui fera finalement 3 fois 6 km, c'est-à-dire 18 km. La question est, comment obtenir un chemin qui minimisera la longueur de la route? Alors pourquoi minimiser la longueur de la route? Alors premièrement, avec le concept d'un budget, le budget qui permet de construire ces routes dépendra, alors pas forcément proportionnellement, mais en tout cas aura une dépendance vis-à-vis du nombre total de kilomètres à créer. Et donc minimiser la longueur de la route permet déjà de minimiser le budget. Ensuite, on peut se poser une autre question, c'est est-ce que minimiser la longueur de la route minimise le nombre de kilomètres parcourus par les habitants quand ils vont vouloir rejoindre une ville et une autre? Et on reviendra sur ce concept et sur cette question un petit peu plus tard. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, on va s'intéresser finalement à un concept qui va être de trouver la forme optimale. Vous voyez, j'ai mis là où une forme optimale, il n'y a pas de raison qu'il y ait unicité. D'ailleurs, ce concept d'unicité qui est assez peu travaillé au lycée en terminale, à part peut-être avec le TVI, on essaie de voir l'unicité d'une solution sur un intervalle. En CPGE, le problème d'unicité va être vraiment très fréquent. Donc ici, trouver la forme ou une forme optimale, s'il y a plusieurs formes optimales qui donnent finalement une longueur de route identique, il n'y aura pas unicité. Le problème pour trouver la forme optimale ou une forme optimale, c'est que des possibilités, il y en a énormément. Relier même à main levée une ville avec une autre permet de pouvoir avoir une solution, peut-être pas optimale. Et donc, on peut simplifier les problèmes, et ça va être notre recherche au début de cette séance, c'est de diminuer très fortement le nombre de tracés de chemin pour obtenir un chemin optimal. On peut remarquer que dès qu'il y a un chemin qui est non droit, c'est-à-dire qui n'est pas constitué d'un segment, on pourra toujours le remplacer par un segment qui sera finalement plus court. Je vous prends un exemple. Des élèves qui pourraient proposer de créer un rond-point et qui permettrait finalement aux 4 villes de se rejoindre sur ce rond-point pour pouvoir les relier les unes aux autres, c'est une idée qui est complètement acceptable. À la différence près, c'est que ce chemin ne pourra jamais être optimal parce que, tout simplement, le segment GI sera toujours plus court que l'arc de cercle, ici, GI. Et donc, ce schéma, le tracé numéro 2, qui contient une structure qui est identique, on va parler justement du concept de structure, donc deux structures identiques, et on voit très clairement que le tracé numéro 2 sera plus court que le tracé numéro 1. Alors pour pouvoir faire un peu des distinctions dans toutes les possibilités, on va considérer le concept d'intersection ou de point de croisement. Ça va être quand 3 routes ou plus se rencontrent en un même point. Et c'est un concept alors le concept en lui-même, il n'est pas important en mathématiques, mais le concept de pouvoir, grâce à une grandeur, classifier différents problèmes, différentes solutions à un problème, ça, c'est quelque chose qui est très fréquent en mathématiques. Donc, nous, on va s'intéresser à classifier finalement l'ensemble des chemins que l'on pourrait tracer pour relier ces 4 villes en fonction du nombre de points de croisement contenus dans cette figure. Alors, on peut voir, par exemple, ici, j'ai un point de croisement, un deuxième point de croisement, et j'obtiens la figure dont on a parlé avant, qui a 4 points de croisement.
La figure initiale, où on considère dans ce cas-là que les routes qui sont les 4 côtés du carré, on n'a aucun point de croisement parce que les points de croisement, on les définit quand 3 routes se rencontrent. Donc ici, 0 point, ici, 4 points de croisement. Et on va s'intéresser maintenant, la situation à 0 point de croisement, on n'a pas énormément d'autres. On va s'intéresser à la situation avec un point de croisement, puis 2, puis 3, puis 4 points de croisement, en essayant chaque fois de voir quel est le chemin optimal. Si on considère la forme avec un seul point de croisement, ça sous-entend, on a nos 4 villes et on cherche un point, ici je vais l'appeler M, qui, quand on le relie aux 4 villes, va nous générer finalement bien un chemin. Cette situation, là on pourrait se poser la question, où placer le point M? C'est là que le concept de symétrie de la figure, on voit que le carré a plusieurs axes de symétrie, 2 axes, un axe horizontal, un axe vertical, puis les diagonales. On peut imaginer que décaler le point M sur un côté va rallonger artificiellement finalement certaines longueurs, et on pourrait se poser la question, que se passe-t-il si on choisit finalement comme point M le centre du carré, c'est-à-dire l'intersection des diagonales. Alors, la démonstration comme quoi placer le point M ailleurs qu'au centre rallonge le chemin total ne sera pas démontrée ici et n'est pas du tout si simple que ça. En tout cas, ce n'est pas trivial. Nous, on va considérer donc la situation où notre point de rencontre est le centre du carré. Et on va pouvoir considérer le chemin total. On voit que ça va être BD plus AC. BD étant égal à AC, on va obtenir 2 fois BD. Le concept maintenant va être de calculer la longueur BD. L'application du théorème de Pythagore dans le triangle ABD est relativement simple et on va obtenir 2 fois la racine carrée de 6 au carré plus 6 au carré, soit 2 fois la racine carrée de 72, ce qui va nous faire 2 fois 6 fois racine de 2, c'est-à-dire 12 racines de 2. Sachant que le 6 racine de 2 est obtenu au cas où par 36 fois 2 égale 72, et donc racine de 72 égale racine de 36 fois racine de 2. Maintenant la question est que 12 racine de 2 est plus grand ou plus petit que les 18 km que l'on a obtenus en prenant finalement juste les 3 côtés du carré. Alors pour pouvoir effectuer un comparatif, on pourrait soit prendre une valeur approchée de 12 racine de 2, ce qui pourrait être quand même une bonne idée, c'est déjà de connaître une valeur approchée de racine de 2, ce qui est très pratique à certains moments quand on a besoin de placer des racines dans un tableau de valeurs par exemple. L'autre possibilité, c'est se dire, vu que 12 racines de 2 est positif, que 18 est positif, comparer 18 racines de 2 et 18 revient à comparer leur carré. Donc on va s'intéresser finalement, est-ce que 12 racines de 2 au carré est plus petit ou plus grand que 18 au carré? Or 18 au carré est égal à 324. 12 racines de 2, le carré se distribue et donc vaut 12 au carré fois racine de 2 au carré, ce qui va faire 144 fois 2 égale 288. Et on obtient donc une longueur plus petite dans la situation avec un point de rencontre que dans la situation avec 0 point de rencontre où on aurait fait finalement 3 segments du carré. Vous allez voir qu'on va retrouver ces valeurs par la suite en étudiant la situation avec 2 points de rencontre. Ce qui va être étonnant aussi pour l'instant, c'est qu'on ne va pas du tout s'intéresser à la situation à 2 points de rencontre, parce que le schéma est loin d'être évident. Par contre, on va s'intéresser à la situation avec 3 points de rencontre. Et vous allez voir qu'on va utiliser un moyen de simplifier les figures obtenues pour prouver que les situations à 3 points de rencontre ou 4 points de rencontre ou plus sont forcément plus longues que les situations à 2 points de rencontre ou 1 point de rencontre. Si on considère une situation à 3 points de rencontre, alors ici vous voyez une certaine symétrie dans la figure, mais les points E, F et G peuvent tout à fait être placés à des positions distinctes. On peut remarquer un premier point, c'est l'un des segments du triangle EFG est inutile. On peut passer tout à fait d'une ville à l'autre. Par exemple, si j'enlève la longueur, le segment EF. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que dans ce cas-là, je me retrouve avec un seul point de croisement,
les deux là n'étant plus des points de croisement, et surtout, on peut remarquer que le chemin qui mène de A à G est plus long si on passe par E que si on va directement de A à G. Et on se retrouve au final avec, si j'enlève tous ces chemins-là, la situation précédente où on avait un point de croisement et le point G se retrouve à un endroit dans le carré. Donc les situations à 3 points de croisement sont forcément plus longues que les situations à un point de croisement. On va pouvoir évoquer de la même manière des situations à 4 points de croisement. Si je prends la situation à 4 points de croisement, de nouveau, je vais pouvoir me remarquer que l'un des 4 chemins du carré central, carré ou quadrilatère, si on ne prend pas des points symétriques, est inutile. Si j'enlève par exemple le segment HJ, je vais pouvoir avoir finalement un chemin qui me permet d'aller d'une ville à l'autre, quitte à faire un petit détour peut-être, mais ça reste quand même tout à fait envisageable. Et à nouveau, on va remarquer que pour passer de A à G, il est inutile de passer par H. Et on va obtenir finalement, après suppression du segment HJ, on va pouvoir passer à une situation où on va de A à G directement et de D à I directement, en enlevant finalement tout ce tracé ici. Et c'est là que vous voyez apparaître le schéma que l'on va considérer pour la situation à 2 points de croisement. Un segment commun et les 2 villes d'un côté qui rejoignent ce segment commun pour pouvoir rejoindre les 2 autres villes de l'autre côté. Ce qui n'est pas forcément évident dans l'absolu, quand je demande à des élèves de trouver une situation avec 2 points de croisement, il n'y a pas tout le monde qui me propose ce schéma-là. Et donc, si maintenant on s'intéresse à la situation avec 2 points de croisement. Alors, à nouveau, pour des situations de symétrie, je ne démontrerai pas dans cette session. Je considère IJ, cette fois-ci, sur l'axe de symétrie horizontale du carré, et je vais les supposer aussi symétriques par rapport à l'axe en vertical du carré. Ce qui me donne, au final, cette figure. Et je vais pouvoir maintenant réfléchir à où positionner les points I et J pour que le chemin total soit le plus court. Donc si j'appelle X la longueur IO, par symétrie, la longueur OJ est égale à X également, et grâce à ça, je vais pouvoir exprimer les longueurs du chemin total. Donc si je prends mon chemin, je vais appeler f la fonction qui a x, la longueur OI associe la longueur totale du chemin, et donc f de x va être égal à AI plus IB plus IJ plus JC plus JD. Comme on a choisi des points symétriques pour I et J vis-à-vis de O, on voit très clairement que les longueurs des 4 segments qui mènent au segment principal sont identiques, et donc j'obtiendrai 4 fois la longueur AI plus 2 fois, c'est-à-dire 4 fois la longueur AI, on va en parler, plus 2x. Maintenant pour la longueur AI. Pour calculer la longueur AI, on peut se placer dans le triangle EIA, IE étant le milieu du côté AB. Et donc dans ce triangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore, et je vais avoir AI qui sera égal à la racine carrée de 3 carré plus la longueur EI, avec EI qui est égal finalement à la longueur EO moins la valeur de x qui est la longueur IO. Donc je tombe sur 3 moins x. Et donc j'ai 3 moins x au carré. Et voici l'expression de ma fonction qui me donne la longueur totale du chemin en fonction de x, la distance qui sépare i du centre. Point important, c'est ce EI qui vaut 3 moins x qui paraît anodin et qui ne l'est pas. C'est qu'on peut se poser la question de l'ensemble de définitions de ma fonction. On voit que x
et la longueur IO, donc déjà x est positif. Et au maximum, I peut arriver en E, si x est égal à 3. Donc j'ai x qui est inférieur ou égal à 3. Donc j'ai mon ensemble de définitions qui vaut 0, 3. On peut d'ailleurs se poser la question de la validité du schéma si x est égal à 0 ou x est égal à 3. On en parle maintenant, comme ça c'est fait. Si x est égal à 0, le point I et le point J sont confondus et on se retrouve dans la situation avec un point de croisement. Et on savait dans ce cas-là que la longueur totale du chemin était de 12 racines de 2. Si x est égal à 3, dans ce cas-là, le point I est en E, le point J sera sur son symétrique par rapport à O, et la longueur totale du chemin sera le segment BA, le segment CD et le segment E, si je l'appelle ce point F, qui est égal à AD. Et on tombe dans ce cas-là sur 3 x 6, 18, qui est la situation avec 0 point de croisement. Donc en fait, on voit que les valeurs extrêmes obtenues pour x égale 0 et x égale 3 sont les valeurs finalement présentes dans les situations antérieures avec 0 et un point de croisement. On va pouvoir maintenant étudier notre fonction f pour essayer de voir quelles sont ses variations et obtenir son minimum. Pour cela, on va dériver notre fonction. Et une fois que la fonction sera dérivée, il faudra qu'on trouve le signe de cette dérivée pour obtenir ces variations. Donc, on a notre fonction qui vaut, j'ai pris l'expression principale, je vous présente directement son expression développée, et on va s'intéresser à la dérivée de f. Alors, en classe préparatoire, on s'intéressera à justifier qu'une fonction est dérivable. Au lycée, la plupart du temps, on dit par théorème généraux la fonction est dérivable, même si dans certaines situations, on peut demander à justifier clairement que la fonction est dérivable. Dans notre cas, elle l'est, et je ne m'attarderai pas sur la dérivabilité de la fonction, même si c'est un vrai problème. Ici, la fonction est dérivable sur 0,3, donc on peut en faire son étude. Si on dérive notre fonction, on voit qu'elle est constituée d'une somme. Donc, on va dériver une somme. En dérivant une somme, on obtient la somme des dérivées. Donc, je vais obtenir la dérivée de x qui me donnera 2. L'autre partie est un produit, mais un produit particulier avec un nombre qui multiplie une fonction. La dérivée de lambda fois une fonction, on garde le lambda, le fois 4, et on dérive racine de x au carré moins 6x plus 18. Donc je vais écrire ça de cette manière-là. Il faut juste connaître la dérivée de la racine d'une fonction. La dérivée de racine de u, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est u' sur 2 racines de u. Donc on a simplement à réécrire le 4 fois 2 racines de u, c'est-à-dire le x au carré moins 6x plus 18. Au numérateur, on reporte la dérivée de l'expression qui est sous la racine, soit 2x moins 6. On peut simplifier le 4 avec le 2, ce qui va nous donner encore un coefficient 2 devant le 2x moins 6. Et donc, f' de x, pour clarifier, vaut 2 facteurs de 2x moins 6 sur racine de x carré moins 6x plus 18 plus 2. Il faut étudier le signe de cette expression. Pour étudier le signe de cette expression, on va chercher quand est-ce que cette expression est positive. Donc cela revient à résoudre l'inégalité suivante. Il est très important de comprendre que les solutions de cette inégalité vont être le lieu où on mettra un signe plus dans la ligne de f' dans notre tableau de variation, le tableau de signes de f' qui nous donne le tableau de variation de f. Donc nous, on cherche les signes plus. Pour résoudre cette inéquation, on pourrait déjà juste se poser une question, c'est comment faire, ce qui n'est pas forcément évident, mais deuxièmement, on a l'impression que cette grandeur est positive, et si on lui ajoute 2, elle sera toujours positive. Ce qui est faux, parce que justement ce 2x moins 6, comme x est dans 0,3, 2x moins 6 sera plus petit que 0.
D'où l'intérêt de déplacer plutôt ce terme sur le membre de droite, c'est-à-dire soustraire ce terme à gauche et à droite, plutôt que de soustraire 2. Donc on peut obtenir dans ce cas-là, comme inégalité, 2 plus petit que 2 facteur de 6 moins 2x sur racine de x au carré moins 6x plus 18. Alors, ici, j'ai juste soustrait, et pour éviter d'avoir des signes trop importants, trop de signes dans mon expression, j'ai juste interverti le 6 moins 2x avec vis-à-vis du 2x moins 6, comme l'opposé de 2x moins 6 c'est 6 moins 2x, je tombe sur cette expression avec en prime cette grandeur cette fois-ci qui est positive. Pour finaliser finalement cette inégalité, je vais devoir me débarrasser de cette fraction, et pour cela je peux multiplier à gauche et à droite par la racine carrée parce que la racine carrée est positive. Et donc j'obtiens 2 facteurs de racine carrée x carré moins 6x plus 18 inférieur ou égal à 2 facteurs de 6 moins 2x. À nouveau, je peux simplifier par 2. Et maintenant, je peux remarquer une dernière chose, c'est que mes deux expressions sont positives, une racine carrée étant toujours positive, je peux les élever au carré, je conserve mon inégalité. C'est très important de vérifier cette partie-là. Par exemple, moins 3 est plus petit que 2 et moins 3 au carré n'est pas du tout plus petit que 2 au carré. Donc l'inégalité est conservée que quand les deux termes sont positifs. Donc j'élève au carré mes deux expressions et donc la racine carrée et le carré se simplifient et il me reste x au carré moins 6x plus 18 plus petit que 6 moins 2x au carré. Par identité remarquable, j'obtiens 4x au carré moins 24x plus 36. Maintenant, ce que je peux faire, c'est déplacer finalement tous les termes sur un côté. Et j'ai juste fait une erreur de signe, excusez-moi. Et j'obtiens au final, en passant tout à droite, 0 plus grand que 4x au carré moins x au carré qui va faire 3x au carré, moins 24x plus 6x moins 18x, et 36 moins 18, 18. Ici, à nouveau, une astuce qui permet de gagner beaucoup de temps. Alors, on est content de voir un polynôme du second degré, on sait faire, c'est du cours de première, mais celui qui continue avec tous ces coefficients qui sont grands inutilement va avoir des calculs qui vont être pénibles, alors qu'on peut simplifier fortement la situation en remarquant qu'on peut tout diviser par 3. 3 étant un nombre positif, je peux tout simplifier par 3 et je vais obtenir l'inéquation suivante, x au carré moins 6x plus 6, qui doit être plus petit que 0. Je vous rappelle que les solutions de cette inéquation, sont l'endroit où je vais avoir un signe plus pour ma fonction f'. Donc j'ai l'ensemble de mes signes plus qui vont être présents quand x au carré moins 6x plus 6 sera plus petit que 0 cette fois-ci. C'est le genre de choses qui perturbent beaucoup les élèves au lycée, mais aussi potentiellement en prépa. Donc il est important d'arriver à résoudre une inéquation par un tableau de signes sans perdre pied avec les signes, savoir ce que l'on cherche. Et donc il peut être intéressant de préciser ce genre de choses pour pouvoir dire je sais que je cherche les signes plus, même si je suis en train de chercher à résoudre une inéquation où une expression est plus petite que 0. Nous devons résoudre l'inéquation x au carré moins 6x plus 6 plus petit que 0 en se rappelant bien qu'il faut à ce moment-là prendre les solutions de cette inéquation pour obtenir le signe de f', savoir quand f' sera positif. Donc on est sur une inéquation du second degré, on calcule le discriminant, attention aux signes, donc moins 6 entre parenthèses au carré, moins 4 fois 1 fois 6. Je vous conseille de prendre votre temps quand vous faites cette étape et de ne faire que remplacer dans une formule les lettres par les valeurs
Et ensuite, vous simplifiez tout le calcul de tête si vous voulez, mais au moins ça vous évite une grande partie des erreurs. Et donc, on obtient 36 moins 24 qui va être égal à 12, qui est positif. Donc, on va avoir deux solutions. Je vous rappelle également qu'on est face à une parabole. Donc, vu que delta est positif, on va avoir deux racines. Vu que a est égal à 1 et positif, notre parabole est dans ce sens. Et donc, notre fonction du second sera négative entre x1 et x2. À nous de trouver x1. x1, donc moins racine de delta sur 2a, moins 6, donc 6, moins racine de delta, moins racine de 12, sur 2 fois 1, ce qui va nous donner x1 est égal, après simplification de la racine carrée, racine de 12 c'est racine de 4 fois 3, donc c'est racine de 4 fois racine de 3, donc c'est 6 moins 2 racine de 3 sur 2, et en resimplifiant par 2, on va obtenir x1 est égal à, tout simplement, 3 moins racine de 3. Sachant que x2 sera dans ce cas-là égal à 3 plus racine de 3. Donc, nous on sait que la dérivée va être négative entre 3 moins racine de 3 et 3 plus racine de 3. Il faut garder à ce moment-là en tête que notre fonction est définie que sur 0, 3. Et 3 est ici, 0 est là. Donc en réalité, notre fonction dérivée sera positive entre x1 et 3, c'est-à-dire entre 3 moins racine de 3 et 3, ce que l'on retrouve sur notre tableau de variation. La dérivée est positive entre 3 moins racine de 3 et 3, négative avant, donc la fonction est décroissante, puis croissante. Remis les valeurs obtenues pour notre fonction en 0, donc avec un point de rencontre. Pour x égale 3, la situation avec 0 point de rencontre. Que se passe-t-il si on change de figure? Si on considère plus carré, mais si par exemple on considère un rectangle. Alors on peut reposer exactement les mêmes concepts. Si maintenant on n'est pas sur un rectangle mais un quadrilatère particulier, la situation change. Je n'ai pas la réponse directement à ça. Je vous laisse chercher pour ceux qui veulent chercher. On peut passer sur un quadrilatère comme un losange ou carrément un quadrilatère quelconque. La situation se complique. Comme d'ailleurs, si on pose la question, on comprend que le carré est un polygone particulier, qu'on appelle polygone régulier. Et donc il y a d'autres polygones de ce genre, comme les triangles équilatéraux, des pentagones réguliers, des hexagones. On peut se poser la question, est-ce que dans ces situations-là, on peut trouver de nouveau un chemin qui va être un chemin optimal? On peut changer que de minimiser le prix de fabrication de route, on peut se poser la question du prix finalement de la consommation. C'est-à-dire la moyenne des distances à parcourir par les usagers pour relier une ville à l'autre va être finalement un impact majeur. Et on peut se dire, ok, la situation qu'on a trouvée avant, c'est le chemin le plus court à construire, mais est-ce que à l'usage, ça va générer finalement des factures d'essence moindres? La réponse est non. Il suffit de tracer tous les segments qui relient toutes les villes les unes aux autres. Et d'ailleurs, on peut se poser la question combien de chemins on doit tracer dans ce cas-là. Et c'est là qu'on va tomber un petit peu sur de la combinatoire. J'ai 4 villes. Les 4 villes, je dois les relier chacune les unes aux autres. Donc je dois trouver un chemin qui relie 2 villes. Donc je dois toujours trouver 2 paires parmi les 4 possibilités. Disons une paire, donc 2 villes parmi les 4 possibilités. Ce qu'on va écrire 2 parmi 4. Ce qui fera 6 chemins, des 4 chemins qui sont des 4 carrés, plus les 2 diagonales. Et en traçant finalement ce chemin, c'est comme cela qu'on aura les chemins les plus courts. Par contre, évidemment, en termes de coût de construction, on va être bien plus cher que le coût de construction minimal que l'on a réussi à trouver juste avant. Finaliser notre recherche de problème dans le cas d'un triangle. Si on place les 3 villes sur un triangle quelconque, on peut se poser la question où placer un point pour que, en reliant les 3 villes, on puisse obtenir le chemin optimal.
On pourrait se poser la question, qu'en est-il avec 2 points de rencontre, et ainsi de suite. Alors, la solution optimale est avec un point de rencontre, je ne le démontrerai pas, je vous laisse le chercher si vous le souhaitez. Par contre, avec un point de rencontre, on peut se dire, on connaît des points particuliers du triangle, l'orthocentre, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit, le centre de gravité, et étonnamment, aucun de ces 4 points n'est le point qui permet d'obtenir le chemin optimal. Et le point à obtenir s'appelle le point de Fermat. Je vous l'ai tracé. On obtient ce point P. Et pour obtenir ce point P, il faut tracer les cercles de Torricelli. Alors les cercles de Torricelli, c'est assez simple. Vous tracez des triangles équilatéraux du triangle. Pour chaque côté, on peut tracer un triangle équilatéral. Et ensuite, on trace le cercle circonscrit à ce triangle équilatéral. Et on obtient cette figure-là, les 3 triangles équilatéraux, chaque fois accolés aux côtés d'un. Puis le cercle circonscrit, et on obtient 3 cercles qui s'intersectent en un point, et c'est ce point, donc Fermat qui a démontré ça au XVIIIe siècle, et Torricelli qui a obtenu, Fermat a obtenu le point, Torricelli a obtenu la construction géométrique. Voilà. Nous allons pouvoir présenter le sujet de la semaine prochaine. Cette fois-ci, nous allons parler fractal. On considère à nouveau, alors c'est une coutume pour les premières vidéos, mais ce ne sera pas toujours comme ça, on part d'un problème géométrique. On s'intéresse à un triangle équilatéral de côté 1, on s'intéresse à son aire qu'on note A0, on s'intéresse à son périmètre qu'on va noter P0, et ensuite, on prend chacun des côtés, on prend le milieu du côté, les milieux, et on obtient de nouveau 3 segments. Ces 3 segments forment finalement un petit triangle au milieu du triangle que j'ai mis en brun parce que maintenant l'aire que l'on va considérer c'est l'aire privée de ce triangle qui est, on va dire, à la pointe vers le bas, et donc on s'intéressera seulement à l'aire des 3 petits triangles et on recommence. On reprend la figure précédente, on reprend les milieux de chacun des petits triangles, ça nous recrée des petits triangles qui ont la pointe vers le bas, et on note P2, la longueur des segments qui permettent de construire cette figure, et A2, l'aire privée de tous les triangles qui ont la pointe vers le bas. Les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont les valeurs de Pn et de An pour n quelconque, donc après n itérations, et qu'advient-il de ces valeurs si n devient très grand. Je vous remercie pour votre écoute. À nouveau, vous avez le lien Kahoot. Si vous avez du mal à prendre le QR code, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Le Kahoot est disponible jusqu'à lundi 10h, donc lundi 25 à 10h. Et on vous demande à nouveau de vous identifier avec vos initiales et le nom du lycée d'où vous venez. On vous remercie, très belle journée à vous et j'espère à la semaine prochaine.